Eh bien, moi, je vais vous parler du contentieux. Du contentieux parce que contentieux, ça peut arriver régulièrement dans la vie des affaires, quoi. Le contentieux, c'est qu'on soit, euh, de, qu'on soit de bonne foi ou de mauvaise foi. Euh, Ce sont des choses qui vont être présentes. Euh, Pardon, hop là. Ce sont des choses qui vont être présentes, qu'on soit de bonne foi ou de mauvaise foi. Euh, Ça fait partie de la vie des affaires. Alors la question qui se pose, c'est la question de l'attitude qu'il faut avoir dans ces moments-là. Comment est-ce qu'on fait face à ça? Et il y a une attitude qui est fréquente, mais qu'on peut déconseiller, c'est celle d'imaginer que ça va passer tout seul et que ça va être mieux après. Ça ne marche pas très bien. Il y a une fameuse citation de Benjamin Franklin qu'on a pas mal sorti ces temps-ci. Un peuple prêt à sacrifier un peu de liberté pour un peu de sécurité ne mérite ni l'une ni l'autre et finit par perdre les deux. Et ben, là, ce qui se passe avec les entrepreneurs, c'est qu'ils se disent qu'ils n'ont ni le temps ni l'argent de s'occuper d'un contentieux. Et donc, du coup, plus tard, ils perdront encore plus de temps et d'argent. Et du coup, ça amène à une autre fameuse citation de Benjamin Franklin, qui est ne remettez pas au lendemain ce que vous pouvez faire le jour de demain. Je ne sais pas si c'est lui, mais c'est pas mal, ça fait bien. Alors, le premier, si vous voulez, ce qui est fondamental dans la notion du contentieux, c'est que quelque part, vous allez devoir en accepter l'hypothèse, la possibilité. Et ça a deux intérêts. Le premier, c'est que ça va vous permettre d'éviter l'occurrence, en tout cas augmenter les probabilités que l'occurrence n'arrive pas. Et ça va vous permettre d'en limiter la portée si ça arrive. Donc, de bonnes raisons. Alors, accepter l'hypothèse, ça veut dire se préparer au combat. Savoir que comme il est possible, il faut, il faut se préparer. Et l'autre élément que ça signifie, c'est que il faut considérer cette possibilité d'un contentieux comme une continuation de la négociation. Donc là, on est en train de faire du Clausewitz, hein, la guerre est un prolongement de la paix. Et ben, le contentieux face à un juge est une continuation de la négociation. Alors, se préparer au combat, qu'est-ce que ça veut dire? Premièrement, documenter. C'est-à-dire que, quoi que vous fassiez, il faut que vous ayez en tête que seuls les écrits restent. Donc, toutes les discussions, toutes les, les rendez-vous, doivent systématiquement faire l'objet d'un mail de, euh, pour signifier l'accord qu'on a trouvé par oral. Et puis, toutes les réunions, eh ben, il faut un compte-rendu de réunion. C'est pas optionnel. Et ça, c'est à tout moment, à chaque fois que vous faites quelque chose. Si vous êtes parti de bonne foi avec quelqu'un qui se révèle ne pas l'être, il y a encore d'autres possibilités. Il y a d'autres possibilités, c'est-à-dire il y a quand ça commence à sentir mauvais, de se dire tiens, bah, je vais commencer à mettre par écrit l'ensemble du narratif, l'ensemble de ce qui, moi, est ma vision de la chose. Donc,
un mail pour dire, écoute, au stade où on en est, je pense qu'il est nécessaire qu'on commence à faire le point. Voilà ce que j'en pense. Est-ce que tu es d'accord avec ça? Voilà comment je vois la chose. Est-ce que tu es d'accord avec ça? Et faire ça, ça doit être toujours avec en tête le deuxième grand aspect de cette préparation, qui est de penser au narratif. Penser au narratif, ça veut dire essayer de réfléchir à de quoi ça va avoir l'air pour quelqu'un d'extérieur qui est le juge. Comment on va lui raconter l'histoire d'une manière simple. Et dans ce contexte, hein, ça met en avant qu'il est souvent mieux d'être celui qui fait la frappe préemptive. C'est souvent mieux d'être celui qui va voir le juge et donc qui apparaît comme la victime qui vient demander justice, plutôt que celui qui a été convoqué devant le juge et qui est le persécuteur qui cherche à se justifier. Ouais, la question du narratif, elle intervient essentiellement parce que vous allez avoir en face de vous un juge qui, lui, n'est pas dans l'histoire, qui, lui, a quelques heures pour essayer de comprendre ce que vous avez vécu sur 6 mois, 1 an. Donc, si vous avez de l'écrit, ça va aider. Si tout ce que vous avez dans vos écrits va dans le même sens, d'une même histoire, qui est celle que vous avez vécue, celle qui est votre façon de voir vu le deal se détériorer du fait de votre partenaire, eh bien, vous facilitez la tâche du juge. Mais vous avez aussi un deuxième élément en faisant ça. C'est que vous allez au contraire rendre la tâche de l'avocat de la partie adverse compliquée. Or, l'avocat de la partie adverse, votre partenaire, il va lui présenter les faits. Il va lui dire, écoute, voilà, j'ai un problème avec un de mes fournisseurs ou un de mes clients. Qu'est-ce que tu en penses? Et l'avocat, il va écouter l'histoire, mais il va dire surtout, mais qu'est-ce que tu as comme élément? Tu as des emails, tu m'envoies tout ça. Et là, si l'avocat de la partie adverse n'est pas convaincu, eh ben, il faut avoir en tête qu'il va expliquer à son client qu'il ne faut pas faire. Parce que les avocats n'aiment pas perdre. Ils sont comme tout le monde. Ce sont finalement des êtres humains comme les autres. Et ce faisant, puisque vous avez bien documenté votre dossier, puisque vous êtes dans la bonne situation, eh ben, vous allez avoir une probabilité d'éviter qu'on aille jusqu'au contentieux, parce que l'avocat va dire, écoute, on peut y aller si tu veux, mais avec le dossier que tu as, ça ne va pas être bon. Donc, il vaut mieux trouver un accord. Alors que si l'avocat est persuadé que ouais, ça s'est plié en 2 coups de cuillère à peau, quand je vais expliquer au juge, il va me dire tout de suite tu as raison, on augmente l'occurrence par son manque de travail et son manque de préparation. Donc, vous avez des gens qui se retrouvent souvent en procès, et c'est en général parce que justement, ils ne font pas le travail de se préparer et ils ne font pas le travail de réfléchir à la façon dont leurs actes pourraient être vus de l'extérieur. Donc, on va éviter l'occurrence parce qu'on limite la portée. Alors, donc ça, c'est la question de se préparer au combat. Mais il y a un troisième élément dans se préparer au combat, c'est bien choisir son avocat. Parce que les avocats, il y a des avocats conseils. C'est souvent ceux avec qui vous travaillez, qui vont vous écrire les contrats, etc. Et puis, il y a une deuxième catégorie d'avocats, c'est les avocats de combat. Et ça, les avocats de combat, c'est un autre type d'avocat. Ce n'est pas les mêmes. Ils ne sont probablement pas bons pour vous écrire le contrat parce qu'ils sont tellement angoissés de tout ce qu'ils ont pu voir dans un tribunal que probablement ce n'est pas les mêmes. Mais c'est quand même très, très important d'avoir un avocat qui sache le faire. Même si ce n'est pas lui qui va le faire,
c'est important que votre avocat conseil, il sache faire ça. C'est une vraie différence entre les bons et les mauvais avocats. Un avocat qui vous fait un joli contrat et puis au moment où vous devez aller au contentieux, il vous dit « Ah non, mais moi, je ne sais pas faire ça, il faut que vous allez voir quelqu'un d'autre ». Là, on réalise que le contrat qu'il a écrit, il n'est probablement pas aussi fin que s'il avait au moins cette compréhension du contentieux. Alors, en conclusion, la peur n'épargne pas du danger. Hein, la petite autruche ne va pas être protégée par le fait qu'elle planque sa tête. Ça nous ramène à un fameux dicton latin, si vis pacem, parabellum. Ce que Frédéric a traduit in petto en « si tu veux la paix, prépare la guerre ». Troisième point, la politique de l'autruche ne fonctionne pas très bien. Enfin, je vous rappelle que je n'ai pas le temps ni l'argent, eh bien, tu n'auras ni le temps ni l'argent après. Merci Jean-Christophe. Sur les dernières années, et sans remonter à 1996, combien de fois avons-nous rencontré des entrepreneurs qui se sont retrouvés en défensif face à des gens qui avaient, eux, bien préparé leur dossier et qui donc se sont retrouvés en position délicate? Écoute, ça arrive assez fréquemment parce que finalement, le droit fait partie de ces matières que souvent les entrepreneurs n'ont pas trop regardé parce que ça leur paraît un peu compliqué et pas vraiment utile. Donc, ça nous arrive assez fréquemment. C'est-à-dire que aussi bien, ça nous est arrivé de voir des entrepreneurs qui se sont fait littéralement racketter par des fournisseurs qui leur ont envoyé une injonction de payer, enfin qui ont fait une action devant le tribunal en recouvrement de créances un peu agressive et qu'ils n'étaient pas allés contrer dans les temps. Donc tout d'un coup, ils se retrouvent avec une petite note qui dit voilà, le tribunal a décidé que vous avez 15 jours pour répondre. Et faute d'avoir répondu dans les 15 jours, eh ben, la décision est exécutoire. Ça nous est arrivé de voir ça régulièrement. Mais si vous voulez, je pense qu'à l'inverse, si vous connaissez bien l'histoire de Bouygues, la société, si vous connaissez des gens qui travaillent chez Bouygues, vous savez que la caractéristique de Bouygues, c'est d'avoir formé tous ses collaborateurs à documenter tout ce qu'ils font. C'est-à-dire que chez Bouygues, on sait que quand on prend un contrat, on va répondre en se mettant au plus bas de l'appel d'offres, c'est-à-dire en étant quasiment sûr d'être à peine à l'équilibre et donc que personne ne s'y mettra. Et dans le contrat, avoir d'ores et déjà analysé tous les points qui ne sont pas compris dedans, mais qui vont être nécessaires pour le client. Vous avez votre bel immeuble et vous avez oublié dans votre appel d'offres de mettre les voies d'accès. Vous pourriez imaginer que Bouygues, en bon conseiller, en bon professionnel, va dire « Oui, on a vu votre truc, vous savez, il manque les voies d'accès, donc on vous les a rajoutées. » Bouygues ne va pas faire ça. Bouygues va dire « Ah, ça va être bon, je sais à quel moment ils vont me demander de faire les voies d'accès. » Et donc, dans les avenants du contrat, je mets les conditions de tout ce qui est en travaux supplémentaires. Comme le client il se dit « Non, de toute façon, il n'y aura pas de travaux supplémentaires, ce que je veux, c'est ça. » À chaque réunion de chantier, quand les clients font « Ah bon, mais attendez, là, il n'y a pas ça »,
L'employé de Bouygues, il fait: ah oui, oui, c'était pas prévu, donc nous, on n'a pas, c'est pas dans l'appel d'offres, hein, on a regardé. Ah bon, d'accord, mais on en a besoin. Ah oui, oui, ça je comprends. Oui, c'est vrai que si on le fait pas, tout va s'abîmer. Bon, bah, vous pouvez le faire. Oui, oui, bien sûr, on vous le fait. Ah, c'est vraiment sympa. Et puis le soir même, compte rendu de réunion, de chantier. Voilà, donc le client nous a demandé et on a dit qu'on était d'accord. À la fin du chantier, remise de chantier avec remise de la facture. Et un client, mais il fait, ça fait 20% de plus. Ah bah oui. Ah oui, oui, c'est sûr, hein, on a beaucoup travaillé. Et le dossier, il est en béton armé. C'est le cas de le dire. Et un de mes camarades est parti chez Bouygues aux États-Unis. Son premier chantier, c'était du béton post-contraint sur un barrage, un barrage électrique. Et on peut imaginer, vous savez qu'aux États-Unis, ils sont très procéduriers, etc. Je peux vous dire qu'ils n'ont rien vu venir. Il a fait comme d'habitude, comme il fait en France. Et à la fin, les clients étaient hallucinés parce qu'ils n'avaient pas du tout compris que mais tout ça, c'est des coûts en plus. Et lui, il avait pour mission de redresser le chantier, il l'a redressé. Le chantier perdait de l'argent quand il arrivait, mais il était très confiant, il savait comment il allait lui faire gagner de l'argent. Donc, Un sans excellent aller jusqu'à en exemple. faire une pratique, comme c'est le cas chez Bouygues, n'oubliez pas que tout ce que vous dites à un de vos clients, tout ce que vous dites à un de vos fournisseurs, c'est du verbal. Non seulement il va l'oublier, mais en plus vous-même, vous allez oublier. Vous-même, vous allez avoir du mal à vous souvenir de qu'est-ce qu'on s'était dit déjà. Donc écrivez-le. Écrivez un mail de confirmation après. Faites-en une routine. Vous confirmez ce qu'on s'est dit. Vous confirmez le point qu'on avait fait. Et vous demandez d'ailleurs à votre interlocuteur si c'est bien ça. Hein, c'est pas vous dites voilà, suite à notre conversation, je voulais juste être bien sûr qu'on s'était bien compris. Donc, moi, j'ai compris que je devais faire ça et ça et ça et que tu paierais ça et ça. Est-ce que c'est bien ça? Oui, 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 c'est exact. Parfait. On a un avenant au contrat, on a un nouvel accord. Ça vient s'ajouter à l'ensemble des décisions qu'on a prises ensemble. Et donc, ça permet d'éviter de mettre sous le tapis des choses qui viendront après et qui créeront un contentieux encore plus important. Tu ne m'avais pas dit que, c'est possible qu'on ait évité de le dire parce qu'on ne voulait pas que tout d'un coup, il s'inquiète et que tout d'un coup, il réalise qu'il est en train de s'engager pour plus. Bah si. C'est une règle de droit que d'avoir un accord des parties. Merci Jean-Christophe. Et si vous vous retrouvez en tant qu'entrepreneur un jour confronté à cette décision d'une négociation qui est en train d'échouer, n'oubliez jamais que le recours à la justice, ça n'est que de demander à une tierce partie de trancher un différend que vous n'avez pas pu trancher vous-même, et que donc il vous faudra, comme l'expliquait Jean-Christophe, raconter et démontrer ce qui s'est produit entre vous, votre fournisseur, vous et votre client, vous et votre collaborateur. Oui. Il ne faut pas être inquiet d'être le premier à porter devant un tiers une décision quelque part d'arbitrage. Et si vous êtes face à un grand groupe et que vous êtes un entrepreneur et éventuellement même une ETI, eh bien vous savez que pour eux, ça n'est même pas une option. Si la négociation ne fonctionne pas, ils seront obligés d'aller demander une résolution du contrat devant la justice. Et donc, être le premier à porter la demande devant une instance judiciaire, c'est avoir l'opportunité de raconter soi-même sa propre version des faits et non pas de jouer en défensif.
Oui, alors Patrick, sur ce sujet d'ailleurs, une autre bonne raison de bien documenter, c'est que quand vous vous trouvez face à la cour, l'avocat va devoir faire un mémo pour bien expliquer toute la situation. Soyez persuadé que si c'est lui qui doit l'écrire de A à Z, ce ne sera jamais aussi bien que si vous lui avez fourni la base. Ceux de nos clients qui ont réussi à gagner dans des gros dossiers, je pense notamment à un de nos clients qui a gagné plusieurs millions face à un gros des télécoms, c'est parce qu'il a fait le boulot lui. Il y a bien sûr l'avocat. L'avocat non seulement relit, il le met dans les formes qui plaisent à la cour et avec l'introduction des différents éléments là où c'est nécessaire. Mais quelque part, se contenter de lui raconter à l'oral toute l'histoire, lui envoyer les mails derrière et puis les éléments qu'on a et lui dire de se débrouiller, c'est certainement pas une bonne idée. Être capable de faire la note de 4-5 pages que lui va pouvoir travailler est probablement la bonne façon de réussir. C'est du boulot. Mais plus Excellent vous l'avez conseil. préparé, pardon. Excellent conseil, Jean-Christophe. Bravo. Y a-t-il des questions dans l'assistance? Non, je ne vois rien. Et moi, j'avais peut-être un point plutôt pour, bonjour à tout le monde, pour Patrick sur ce que tu as dit tout à l'heure, sur ce dont tu as parlé. Je me demandais peut-être, il peut y avoir dans le cas d'une acquisition comme ça, un cas un peu particulier à mon avis, qui est genre, on est racheté par un concurrent avec lequel on était vraiment le plus, enfin le concurrent avec lequel on était le plus en guerre, entre guillemets. Et là, il y a des questions affectives qui peuvent devenir extrêmement fortes. Moi, j'ai vécu en tant que salarié. Et je me demandais quel conseil tu pouvais donner sur ce genre de situation quand on rachète un concurrent, en fait. Alors, il y a une règle, hein, c'est de ne pas se comporter comme Attila, n'est-ce pas? Parce que sinon, bien, vous allez devoir brûler la ville que vous avez conquise. Se comporter finalement comme deux boxeurs à la fin d'un match. Peut-être qu'il y en a un qui a gagné, mais ça aurait pu être différent, ça s'est joué à pas grand-chose. Et reconnaître que finalement, vous avez de l'admiration pour l'entreprise que vous rachetez. Et suivre finalement le même conseil. Il y a nous, il y a vous, et maintenant il y a ensemble. Et dans le ensemble, on peut dire, imaginez toute cette énergie que nous avons passée les uns contre les autres à gagner des clients, des appels d'offres, finalement à débaucher des talents de part et d'autre. Imaginez toute cette énergie maintenant, on va la focaliser dans le marché, à servir nos clients et à aller batailler contre, ici mettre le nom de l'ennemi commun, Microsoft, Oracle ou FIA, mais il va falloir raconter un narratif quelque part dans lequel il n'y a pas un gagnant et un perdant, il n'y a pas, il y a simplement finalement un nouvel espoir de faire des choses ensemble et de passer d'un état qui était un état de stress à un état nouveau de collaboration. C'est comme ça que je l'aborderai. Mais à l'évidence, hein, le rachat d'un concurrent, pour tout ce que ça a de séduisant sur le papier, c'est souvent destructeur de valeur. Parce qu'il y a des gens qui n'accepteront pas que vous deveniez le chef de la tribu et qui donc partiront parfois avec leur équipe, partiront parfois avec leurs clients, partiront en tout cas avec leur savoir-faire dès l'annonce du rapprochement. Donc, je ne dis pas qu'il ne faut pas racheter un concurrent, je dis que c'est
c'est une décision qui, historiquement, c'est assez bien documenté, détruit souvent de la valeur. Le cas extrême, hein, pour essayer d'éviter la destruction de valeur, c'est que l'acquéreur accepte de prendre la culture de l'entreprise qu'il a achetée et ne se comporte pas finalement comme le vainqueur d'une bataille, mais comme ça se faisait dans les époques médiévales, comme finalement le fait de gagner un duché ou un comté par un mariage, quelque part, qui donne naissance à, eh bien quoi, une nouvelle famille, bien entendu. On a déjà dans le passé évoqué les notions de in-group, out-group. Donc là, on est dans ce même sujet. C'est comment faire comprendre qu'on est dans le in-group, qu'on est dans le groupe des gens qui se soutiennent et qui vont jouer ensemble maintenant. Donc, il y a 3 éléments derrière ça. Le ami-ennemi commun. Donc, ça veut dire, jusque-là, c'était moi votre ennemi. Mais en fait, vous savez, là, ce qui est très clair, c'est qu'on a un gros ennemi, c'est les Américains. Le deuxième, c'est les choses qu'on a vécues en commun. Donc là, réussir à montrer tous les fois où on a travaillé l'un contre l'autre, mais où finalement, ensemble, on a réussi à créer un marché là où il n'y en avait pas, à faire que la France est en avance sur le sujet et que maintenant, c'est le monde le sujet. Et troisième point, c'est les valeurs communes. Donc, réussir à trouver ce qu'on a comme valeur commune, cette envie qu'on a d'aider le client, de lui montrer qu'on peut lui sauver la vie et qu'on peut le faire gagner. Donc, il faut trouver à fédérer parmi ces 3 types d'éléments. En fait, c'est un ordre de difficulté croissante, mais dans un ordre de force croissante. Après, le deuxième point que ça rejoint, c'est un élément qu'on a vu là aussi précédemment, qui est la question de la trifonctionnalité, donc de l'identité de l'entreprise. Parce que souvent, votre concurrent, il ne va pas se mettre sur la même trifonctionnalité, ne serait-ce que pour pouvoir exister. Donc, vous agissez en souverain, il va plutôt agir en guerrier ou en producteur. Et vice-versa, ou lycée de Versailles, comme on dit. Et donc, du coup, ça va créer une vraie difficulté parce que vous allez aller probablement contre l'identité de l'entreprise et arriver à montrer que soit que c'est une équipe différente et qu'elle a sa propre identité, qu'on la reconnaît et qu'on l'accepte, soit être capable ou accepter l'idée qu'on risque de devoir tout détruire pour reconstruire en gardant certainement une valeur, mais certainement pas la valeur initiale. Comme disait Patrick, ce sont des vrais sujets. Hein. C'est des vrais sujets. On a fait une chronique il n'y a pas très longtemps où on parlait de ces entrepreneurs qui avaient racheté des entreprises et qui s'apercevaient 2 ans après qu'ils n'avaient plus aucun des collaborateurs initiaux qui étaient encore dans l'entreprise. Ils avaient quelque part reconstruit une entreprise avec leur identité. Pourquoi est-ce que les collaborateurs anciens ont préféré se faire licencier, ont préféré se battre plutôt que de changer? Tout le monde pense que les gens n'ont pas envie de changer. Mais bon, quand vous faites licencier et que vous devez rentrer dans une autre entreprise, vous allez devoir changer. Donc, c'est plutôt, au contraire, le signe d'une grande fidélité des collaborateurs à l'esprit de l'entreprise dans laquelle ils travaillaient. Et d'ailleurs, ce qu'on appelle la culture. Hein. On est très content de voir que des collaborateurs ont la culture de l'entreprise. Et le danger, c'est qu'ils deviennent des défenseurs de cette culture. Et donc, du coup, ils ne vont pas accepter un changement qui fait que c'est une
nouvelle façon de travailler, une nouvelle façon de voir la vie, de voir le client, de voir les avantages concurrentiels qu'a l'entreprise qui va devoir s'imposer. Donc, c'est quelque chose de terriblement complexe. On ne dit pas que ce n'est pas possible, on ne dit pas que ce n'est pas une bonne chose à faire, on dit qu'il ne faut pas s'attendre à ce qu'il y ait forcément une coopération, une collaboration, parce que l'homme n'est pas un animal économique, il est un animal de passion, et donc un animal social. Et donc, ceux qui pensent qu'il existe un homo economicus finissent bien seuls.